Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, vous qui êtes en podcast, vous qui êtes sur YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, on se retrouve pour parler de nos découvertes ornithologiques que nous avons réalisées lors de ces 7 derniers jours. Comment ça va Sophie ? Bah écoute, ça va pas trop mal. Petite réunion cette semaine sur les grues caronculées. Bon bah voilà, hein. Ça avance, la conservation, ça avance. Voilà. Ah bah tant mieux, en espérant que ce soit pas en lien avec le sujet d'aujourd'hui que tu vas nous évoquer. Parce que tu tiens tes promesses. Bon, j'aurais bien voulu que tu tiennes pas celle-ci, mais l'actualité est quand même très importante vis-à-vis de la grippe aviaire, c'est bien ça. Exactement. Donc on va en parler aujourd'hui. Et moi je vais parler de corvidés et de presque corvidés parce que j'ai mal lu l'étude que je vais vous raconter d'ici quelques instants. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont verrez déguisés bien. Corvidés. Ah, il y en a un qui est déguisé en pie, hein. Il y en a un qui est déguisé en pie, mais en fait il est déguisé en cacique flûteur. Qui est lui-même qui fait lui-même pas partie de la famille des corvidés, donc du coup est-ce qu'on peut dire qu'il est déguisé? C'est une vaste question. Est-ce que tu veux démarrer cet épisode? Est-ce qu'on commence tout de suite avec les mauvaises nouvelles, c'est ça? et on parle par la suite des bonnes nouvelles. Enfin, bonnes nouvelles, je sais pas, mais oui. En tout cas, grippe aviaire, qui fait encore parler d'elle. On avait d'ailleurs évoqué la grippe aviaire assez tôt dans la saison, parler des fous de bassin, si mes souvenirs sont bons. On avait parlé des fous de bassin, effectivement. Et donc toi, tu vas nous parler de quoi? Je voulais refaire un petit point sur la grippe aviaire, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent, mais on ne sait pas exactement bien la définir dans les conversations courantes, et on ne sait pas toujours à quoi ça se rapporte. Et puis, il y a pas mal d'actualités ces temps-ci sur la grippe aviaire. Il y a eu pas mal d'actualités pendant cet été. Cet été pour l'hémisphère nord, hein, évidemment. Pour l'hémisphère sud, c'était l'hiver, mais il y a eu pas mal d'actualités, notamment autour du Royaume-Uni au niveau de la grippe aviaire, et je trouvais intéressant d'en parler, ne serait-ce que pour aussi évoquer les problèmes de santé publique derrière et de protection si vous avez le malheur d'être en contact avec ce genre de pathogène. C'est pour votre bien-être, disons, et votre sécurité. On va aussi peut-être parler un petit peu des mesures de protection qu'on peut avoir face à ça. Alors, du coup, c'est quoi la grippe aviaire ? Alors, la grippe aviaire, on l'appelle avian influenza en anglais, vous le trouverez généralement là-dessous, ou bird flu, tout simplement, si vous cherchez sur le net. Donc la grippe aviaire, c'est un virus, hein, comme le virus de la grippe, tout simplement, et un virus qui est un peu particulier parce qu'il a deux types de protéines sur sa membrane, les protéines H et les protéines N, qui vont être deux types de protéines qui vont servir l'une à s'accrocher aux cellules qui vont lui servir d'hôte et qu'il va donc parasiter en quelque sorte, et la deuxième molécule, cette fois-ci, à injecter l'ARN qu'il a à l'intérieur de lui pour qu'il soit répliqué par la cellule, cette fois-ci donc pour infecter la cellule elle-même. Et donc ce virus de la grippe a différentes dénominations. Je suis sûre que vous les avez entendues de temps en temps passer. Alors il y a des H, il y a des N, il y a des chiffres associés et on ne sait pas trop ce que ça veut dire tout ça. Mais en gros, le H, c'est l'une des protéines, le N, c'est l'autre protéine qui est sur la surface de ce virus, et les chiffres qui sont associés à ces deux lettres, c'est simplement les variants de ces deux protéines qu'on va réussir à trouver chez ce virus, parce que comme le virus de la grippe pour l'humain, hein, pour nous qui arrive tous les ans, c'est un virus qui est tout à fait capable de muter, et il mute, ma foi, très souvent. Et comme la Covid, hein, d'ailleurs, qui mutait plusieurs fois. Exactement. D'où le fait que des fois, le vaccin devienne totalement inefficace, puisque un vaccin qui est, on va dire, très efficace sur une souche peut tout simplement ne plus du tout être efficace sur une autre, parce que justement le virus a muté entre-temps. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a du coup les vaccins qui sont refaits tous les ans pour la grippe. Absolument. Et on essaie de trouver d'ailleurs un vaccin pour les oiseaux aussi, pour la grippe aviaire, mais c'est un autre sujet. Il y a eu pas mal d'outbreaks de grippe aviaire dans l'histoire, hein. Ça a commencé... alors, on savait pas trop la catégoriser avant, mais
dès les années 1950 et jusqu'à 1990, on a commencé à la catégoriser en tant que grippe aviaire et on s'est rendu compte que y avait des petites pandémies qui se répétaient de cette grippe-là et qui n'avaient pas vraiment d'influence sur les humains finalement, surtout sur les oiseaux et qui n'est pas très très importante, donc on s'y intéressait pas tant que ça non plus. Sauf que, depuis les années 90, il y a eu un gros développement de l'industrie du poulet, notamment, et des oies, des canards, etc. Et donc, toute cette industrie-là, du fait du nombre d'oiseaux en captivité qui est faramineux maintenant, et du coup, toute cette industrie-là, c'est un pool formidable pour le virus pour se développer. Et à cause du développement de cette industrie, maintenant, de par le monde, et des échanges de poulets de par le monde, de l'utilisation de tous ces animaux-là en captivité, on a aussi des échanges de virus qui se font avec, et qui donc se répandent très très rapidement dans toute la population captive de poules, de canards, etc. Et donc on a de plus en plus, à partir des années 90, d'outbreak de cette maladie et de diverses souches de grippe aviaire de par le monde. Et notamment, on a eu un variant qu'on a appelé H5N1, qui a été d'abord isolé en Chine en 1996, et ensuite qui a permis une infection de l'humain en 1997. Et depuis 1997, il y a eu plusieurs infections de ce variant chez l'humain, donc c'est un variant qui est capable de sauter de l'oiseau à l'humain, et c'est un peu embêtant. Absolument. On a eu un autre variant aussi depuis 2013 et 2017 principalement, qui s'appelle le H7N9, qui lui a aussi été capable de sauter du poulet à l'humain et qui a été assez mortel. Alors ces deux variants sont quand même assez mortels mine de rien, parce que là le deuxième a fait à peu près 35 morts, il me semble, en 2017. Juste en 2017. Donc ça commence quand même à être un truc qui est quand même assez embêtant, qui peut possiblement déclencher une pandémie mondiale si on ne met pas le haut là rapidement. Effectivement, surtout que les oiseaux, eux, se mondialisent aussi par le fait qu'ils migrent de leur côté. Alors donc, oui, il y a aussi une influence, effectivement, des migrations des oiseaux sauvages, parce que les populations sauvages d'oiseaux ne sont pas immunisées à ce virus de la grippe. Ils sont aussi porteurs du virus de la grippe, et certaines populations sont, en fait, suite au réchauffement climatique, deviennent beaucoup plus susceptibles de contracter le virus et d'en mourir, parce que du coup, ils sont beaucoup plus malades et suite au virus, ils sont déjà fragilisés par d'autres problèmes, que ce soit le manque de nourriture, la température qui a changé, enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qui font qu'ils sont plus fragiles et que du coup le virus devient doublement meurtrier finalement pour ces oiseaux-là. Pour revenir aux humains, du coup, juste quelques chiffres rapidement. Le taux de mortalité, si vous êtes infecté avec le virus H5N1, c'est de 60%. Donc si vous êtes infecté, vous avez plus de 50% de chances d'y passer, en gros, ce qui est un peu embêtant. Et c'est à peu près pareil pour le deuxième variant, dont on a parlé tout à l'heure. Donc juste pour vous montrer que finalement ces trucs-là, c'est quand même assez sérieux. Alors, vous ne serez pas infecté comme ça, il faut quand même être en contact avec l'animal vraiment infecté pendant un certain temps, parce que c'est un virus qui, de base, est fait pour les oiseaux, c'est pas fait pour les mammifères, c'est pas fait pour nous. Mais si jamais il arrive à muter suffisamment pour se transmettre à l'homme, il est possiblement mortel. Donc il y a de plus en plus d'outbreaks de ces trucs-là en Europe. En Afrique, on en a beaucoup, mais en Europe, aux US, enfin bref, un peu partout dans le monde, en Chine notamment aussi. Surtout, petite mesure de précaution si vous touchez des oiseaux sauvages, ou si vous allez dans un élevage et que vous êtes en contact avec des oiseaux, bref, ce genre de choses. Mettez des gants, ne restez pas non plus en contact tout le temps, lavez-vous bien les mains après, surtout. Portez pas les mains à la bouche, enfin bref, ce genre de choses. C'est assez basique, mais voilà, essayez de ne pas être trop en contact avec des oiseaux sauvages, allez pas toucher un oiseau sauvage, laissez-le tranquille. Si vous voyez un cadavre d'oiseau sur le sol, c'est pareil, allez pas y mettre les doigts. Vous savez pas de quoi il est mort, donc ce sera embêtant de choper ça. Voilà, donc juste pour vous dire, faites gaffe quand même, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver.
Totalement, totalement. Et du coup, pour l'Afrique du Sud, parce que l'hiver touche à sa fin, vous l'avez plutôt bien traversé, vous, de votre côté? Non, c'est terrible en ce moment. Hélas, ce qu'il se passe en Afrique du Sud, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est que si jamais vous avez un animal qui est infecté dans un élevage, la règle, c'est que vous allez pas faire de détails, vous allez tuer tout l'élevage. Donc vous imaginez que chez les éleveurs de poules, leur pire ennemi, c'est la grippe aviaire. Parce que si jamais il y a un cas qui est déclaré, les autorités, le state vet ici, donc c'est le veto d'État, de toute façon il ne va pas par quatre chemins, il va déclarer la fermeture de l'établissement et l'éradication de tous les animaux dedans, et puis après ce sera désinfecté, etc. etc. Mais en gros, vous allez perdre votre élevage si jamais il y a un seul cas qui est déclaré dans votre élevage. Donc, Ce qui est le cas, ce qui est le cas en France aussi. c'est le cas en France aussi, mais pour l'instant on n'en a pas eu tant que ça en France, mais en Afrique du Sud, là, cette année, on a atteint des sommets quand même, parce qu'on est arrivé à plusieurs millions d'animaux tués, déjà, juste cette année, avec cette fois-ci le variant H7N6, qui est un nouveau variant, qui est devenu une nouvelle cause de mortalité, parce qu'il est encore plus meurtrier que les précédents, et c'est un peu un problème. Donc on a noté qu'environ, alors les chiffres exacts, c'est 8,5 millions d'oiseaux captifs, donc dans l'industrie de la poule, ont été tués cette année. Ça fait à peu près un quart de tous les oiseaux en captivité en Afrique du Sud. Et ça tombe bien parce que tu parlais de vaccination. Hasard fait que on enregistre cet épisode le 1er octobre. Il faut savoir qu'à partir de demain, donc lundi 2 octobre, si vous êtes agriculteur ou agricultrice, peut-être que vous êtes d'ailleurs concerné, eh bien il y a une campagne de vaccination qui va être lancée sur 64 millions de canards qui vont être donc vaccinés d'ici à l'été prochain. Donc voilà, une campagne de vaccination qui va concerner les exploitations de plus de 250 canards de France métropolitaine hors Corse. Ces injections se font en 2 doses, comme finalement pour le coronavirus, comme finalement pour d'autres vaccinations. Il y a une dose et ensuite un rappel de la dose, parce que on va dire vos cellules ont une certaine mémoire à court terme qu'il faut évidemment étendre. Donc c'est pour ça qu'il y a justement 2 injections qui sont réalisées. Ça coûte à peu près 100 millions d'euros pour cette année 2023-2024, pris en charge à 85% par l'État et 15% par les filières de production. Et le site sur lequel je suis, qui est donc France Bleu, révèle également que la crise 2021-2022 avait coûté 650 millions d'euros aux finances publiques pour indemniser évidemment les éleveurs dont les élevages avaient été euthanasiés. Voilà, donc après on en saura un petit peu plus au fur et à mesure du temps. Mais c'est assez intéressant de voir déjà qu'il y a un vaccin qui a été comment dire, je vais pas dire trouvé, mais qui va être administré maintenant, puisqu'on est plus juste sur le fait de trouver tout ça. Et peut-être que ça appellera d'autres vaccins pour d'autres virus, même si là on joue l'hypothétique et que c'est beaucoup plus compliqué de réunir des gens à un endroit que de réunir des oiseaux à un endroit. Oui, c'est sûr. Mais ça prouve que ce vaccin soit mis en place, ça prouve juste qu'effectivement le problème est réel, quoi. Non seulement ça affecte les poules et autres, mais ça va aussi affecter les humains. En moindre mesure pour l'instant, mais si jamais ça arrive à varier suffisamment, à muter suffisamment pour sauter à l'homme, on va être bien, parce que ça, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire que c'est une maladie qui normalement se retrouve chez l'animal, mais qui est capable de sauter sur l'humain si les conditions sont réunies pour ça.
Et donc quand il y a effectivement embêtant. assez de mutations, effectivement, Voilà. quand il y a assez de mutations, c'est ce qui s'est passé pour le coronavirus, Et oui. typiquement, avec donc soit de la chauve-souris qui avait contracté le virus et finalement ce virus s'est transmis par la suite à l'être humain et ensuite les causes et les conséquences que l'on connaît par la suite. Voilà un peu pour ce point grippe aviaire. Est-ce que tu veux rajouter un dernier point Bah, sur je sur pensais ce que sujet? c'est intéressant de voir un peu pour les populations sauvages, hein, parce que ça, c'est les populations captives. Donc on se dit, bon, au final, Bien sûr. c'est pas des animaux qui sont menacés d'extinction. Après tout, des poules, on en a tout le tour du ventre, en quelque sorte. C'est pas comme si c'était vraiment important. Mais le problème, c'est que ces variants se retrouvent de plus en plus dans les colonies d'oiseaux sauvages et elles détruisent des colonies entières. Donc, principalement, le Royaume-Uni a été extrêmement touché cette année avec des dizaines de colonies qui ont perdu jusqu'à 80% de leurs oiseaux. Waouh. Et c'est énorme. Alors, des guillemots, notamment des sternes, enfin bref, des macareux, des goélands, tout ce genre d'oiseaux marins, finalement, ont été très très impactés cette année. Et ça n'est pas fini parce qu'ils continuent encore de récupérer des fous, des goélands, enfin bref, par centaines sur les plages. Qui sont morts de la grippe aviaire. Donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on va avec ça, parce que visiblement les outbreaks deviennent de plus en plus fréquents et de plus en plus meurtriers dans les colonies sauvages, et notamment les colonies sauvages d'oiseaux qui sont en voie d'extinction. Et ça, malheureusement, on n'a pas, à moins de vacciner tous les oiseaux sauvages, on n'a pas grand-chose qu'on puisse faire contre ça. Moi, je me souviens d'un tweet particulièrement révélateur l'année dernière. C'était les collègues algériens et algériennes que nous saluons s'ils nous écoutent, qui justement s'étaient pris la grippe aviaire en plein de plein fouet et relevé des dizaines, des centaines d'oiseaux qui étaient échoués. Enfin, c'était C'est horrible. assez délirant. Ouais. Dernière chose, si jamais vous trouvez un oiseau qui est affecté, Sophie l'a dit, ne touchez pas l'oiseau dans un premier temps. Les experts sauront très très bien manipuler les oiseaux. Néanmoins, qu'il faut contacter, vous pouvez contacter le centre de sauvegarde des oiseaux le plus proche de chez vous, éventuellement la LPO qui fera aussi, elle, remonter l'information. Contactez aussi votre ville, parce que si on est dans des parcs, si on est dans des jardins ou ce genre de choses-là, votre ville doit être au courant et dans certains cas, on peut prendre l'acte de fermer le parc ou le lieu en question où les oiseaux ont été trouvés, et généralement les recherches pour établir la cause de la mort de l'oiseau prennent environ entre 48 et 72 heures en fonction des différents laboratoires, donc on ne met pas généralement très très longtemps avant de connaître la cause de mortalité de mortalité d'un oiseau. Mais faites très attention à vous si jamais vous avez à rencontrer ce genre de cas, que ce soit dans votre ville ou à la campagne, bien sûr. Exactement. Et si jamais vous n'avez aucun de ces contacts, contactez votre veto, qui lui aura de toute façon tous les contacts et saura certainement quoi. Le vétérinaire, effectivement, est aussi un contact très important. Et ben voilà. Bon, c'était la nouvelle un peu triste d'aujourd'hui. Désolée, hein, j'ai un peu plombé l'ambiance. Comment enchaîner après ça Ah, moi en plus j'ai des petits trucs sympatoches à Bah, vas-y. présenter. On en a On va besoin. parler de Corneille Noir et tout avec Corneille Paris qu'on salue bien sûr, Marilyn, Diane et Thomas et Perrine, qu'on aura peut-être d'ailleurs Perrine dans pas longtemps dans le CDLS. Pourquoi vous parlez de ça? Tout simplement pour vous parler de l'ingéniosité et des corneilles, des corvidés en général, puisqu'en septembre 2023 a été observé par Christine Van Bever frère, j'espère que je prononce bien le nom, une corneille noire qui retirait un morceau de pelouse synthétique pour boire.
Donc il y avait un morceau de pelouse synthétique qui était posé à côté d'un robinet. L'animal a retiré la pelouse synthétique et c'est ensuite a plongé son bec et sa tête pour pouvoir boire en dessous de cette pelouse synthétique. Voilà, encore un exemple, j'ai envie de dire, de l'ingéniosité des corvidés extraordinaires. Hein. Je pense qu'on n'a pas spécialement besoin de revenir en long, en large et en travers sur ces oiseaux-là. Mais c'est encore une fois un cas super intéressant à analyser. On parlait justement de Corneille Paris, Marilan Taipamar, que vous avez peut-être l'occasion de croiser si jamais vous allez au Jardin des Plantes, qui elle avait observé en 2018 une corneille noire retirer un opercule de glace pour se servir justement d'eau à l'intérieur d'un petit tuyau. Donc ça avait été repéré au cimetière de Gentilly. Donc alors je sais pas quand est-ce qu'on était le dimanche, c'est le 1er mars, donc je suppose que c'était un peu antérieur, mais donc voilà, des observations qui ont été faites. On a des oiseaux, mais ça c'est un petit peu plus connu, qui utilisent comment la pression, pas la pression de l'eau, la poussée d'Archimède pour obtenir un volume d'eau suffisant et pouvoir boire. Donc les oiseaux prennent des cailloux, les lancent dans un petit tuyau et peuvent boire justement, ou récupérer un objet dans le cadre d'observation scientifique. Mais on a observé ce comportement aussi bien en laboratoire qu'à la vie sauvage. Ça c'est extraordinaire de pouvoir observer ce genre de comportement. Bref, encore une fois, un exemple de mon Dieu, les corvidés, ils sont incroyables, etc. etc. On le sait, genre. Et oui, on le sait, mais ils ne cesseront jamais de nous le rappeler. Et je voulais rebondir justement sur une étude. Au départ, je pensais qu'elle concernait les corvidés, mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est une étude réalisée par Ben Hirsch, qui est réalisée en Australie. C'est vrai qu'on parle pas souvent de l'Australie, pourtant il y a quand même des trucs assez sympas qui s'y déroulent. Ils sont de l'autre côté du monde. Niveau oiseau. Exactement, ils sont à l'envers. Et vous êtes à l'envers d'ailleurs. Mais ils tombent pas du coup. Est-ce que tu tombes toi? Ouais, de toute façon, je marche sur la tête ici, donc faut pas chercher. A novel observation of cleaning interaction between eastern grey kangaroos and three Australian bird species. Le nom de l'étude veut tout dire puisque l'on parle d'une interaction de nettoyage entre le kangourou gris et 3 espèces d'oiseaux australiennes. Alors, on avait déjà observé ce comportement de nettoyage sur des kangourous précisément par un oiseau. Et là, on va se faire plaisir au niveau des noms puisque l'oiseau en question, c'est le Ripidu rochequeux. Voilà, Willy Wagtail en anglais, qui est un oiseau qui rappellera un peu le gomme-mouche avec une longue queue, je trouve, noir avec un ventre tout blanc, un peu de gris et une longue traîne de queue, qui fait d'ailleurs pas du tout partie de la même famille que les bergeronnettes, hein, puisque généralement Wagtail on associe ça à la famille des bergeronnettes. Mais donc du coup, ça avait déjà été observé en 2006 avec cet oiseau. Eh bien, il y a de nouvelles informations, de nouvelles recherches qui ont été réalisées par ce scientifique. Et lui, ce qu'il a observé, c'est qu'il a observé qu'il y avait d'autres espèces d'oiseaux, 2 autres espèces d'oiseaux pour être précis, qui se posaient sur les kangourous pour justement débarrasser les kangourous entre guillemets de ces ectoparasites. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est très simple, il a juste visionné des vidéos qu'il a récupérées et les visites sur les kangourous font entre 1 et 158 secondes. Elles ont été prises entre le 14 juin 2020 et le 22 décembre 2022. On a au total un peu plus d'une dizaine de signalements qui ont été réalisés, puisque on a certes des signalements qui arrivent par journée, mais on a parfois 1, 2, voire 3 signalements qui sont réalisés dans la journée. Et donc les autres oiseaux qui sont impliqués dans ces observations, c'est Magpie Lark ou Graline Pie, qui fait partie
un peu de la même famille. Non, ça c'est le prochain. La Graline Pie, ça c'est pour l'autre oiseau que je dis, ça fait partie de la même famille que les cassiclans, cassicans flûteurs qu'on a parfois l'occasion de voir, puisque l'autre oiseau qui fait ce travail de nettoyage, et ben, c'est le cassican à gorge noire, qui ressemble un peu au cassican flûteur avec juste un pattern, un motif de plumage qui est assez différent. Et donc, ce scientifique a trouvé donc d'autres oiseaux qui faisaient justement du nettoyage. Nettoyage qui n'est pas si évident que ça, parce que le kangourou, c'est pas forcément un animal très très facile à appréhender pour les oiseaux, puisque c'est un animal qui se déplace beaucoup et c'est un animal qui se déplace plutôt vite. Oui, ça bouge vite. Donc du coup, il a essayé un petit peu de temporiser les différentes autres hypothèses qu'il pouvait y avoir. La première, c'était la construction d'un nid, parce qu'on sait qu'il y a des oiseaux qui récupèrent de la fourrure pour justement créer leur nid. Ça se voit sur les chiens, ça se voit par exemple chez d'autres animaux. Ça se fait également chez le kangourou, mais il a considéré que Magpie Lark, donc c'est-à-dire notre chère Graline Pie, eh bien, elle ne construisait pas de nid avec la fourrure, puisqu'elle prenait de la boue pour le faire. Donc pour lui, ça a invalidé justement l'hypothèse que c'était une interaction qui était nécessaire pour la construction du nid. Ça, c'était la première chose. Et la seconde chose qu'il a essayé de voir, c'était l'hypothèse de savoir si c'était pas juste pour faire en sorte faire en sorte que les oiseaux en fait se mettaient sur le kangourou pour avoir une meilleure vision de leur environnement et ainsi éviter les prédateurs. Sauf que comme on l'a dit, le kangourou il est plutôt rapide et pas très très agréable sur lequel monter. Donc c'est quelque chose c'est une théorie qui tend aussi à tomber, à tomber de son côté. Ouais. Donc voilà, quelques petites observations qui ont été réalisées par ce scientifique. Observations que vous retrouverez dans Food Webs, le volume 37 qui sortira en décembre 2023. Donc compilation d'études qui sortira par la suite dans un ouvrage plus important. À noter, et ça c'est très important puisque j'ai un peu torpillé une étude hier là-dessus dont je parlerai assez vite puisque c'est une étude qui parlait de l'IA et de l'utilisation de l'IA pour comprendre ce que les coqs et les poules disaient. Donc c'est une étude qui a été sortie il y a quelques jours, sauf que c'est une étude qui n'a pas été peer-reviewed. Ah oui, ça sent l'arnaque. Je ne sais pas pourquoi, mais ça sent l'arnaque. Et donc du coup, bon, quand vous avez une étude qui n'est pas relue par des pairs, parce que c'est extrêmement important d'être relu par des pairs, ça évite toute confusion, ça évite des erreurs, ça évite des biais que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas le crédit scientifique de l'étude, on peut tout simplement vous refuser le papier. Eh bien, cette étude que je cite également est une étude qui n'a pas été relue par des pairs. Donc, à prendre évidemment avec un petit peu plus de pincettes, mais comme elle se base davantage sur des observations et non pas sur entre guillemets de la théorie, parce que bon, pour l'instant moi je sais pas parler aux poules et aux coqs, et je pense que toi tu sais pas parler aux manchots du Cap. Non. Qui sait peut-être, mais donc voilà, c'est important d'avoir toujours la possibilité de consulter des études où il y a toujours ce travail entre guillemets de pairs qui relisent pour voir que vous n'avez rien oublié ou que vous n'avez pas fait de bêtises. Cela dit, c'est pas parce que vous n'avez pas une revue qui est relue par des pairs que vous faites du mauvais travail. C'est juste que c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui sanctionne le fait que votre étude est crédible dans la communauté scientifique. Oui, tout simplement. Mais il faut aussi noter que le travail de review ne s'arrête pas au peer reviewing et à la publication de l'article. Une fois que l'article est publié, Absolument. C'est là que le vrai travail de review commence et qu'effectivement les scientifiques de tous horizons vont se pencher sur le document, vont peut-être s'intéresser aux résultats ou à la démarche, et dans ce cas-là vont possiblement essayer de reproduire vos résultats, voire essayer de construire dessus et se dire « Ah bah tiens, non mais ça fonctionne pas en fait son expérience » ou alors « Ah si, ça fonctionne bien, effectivement, je retrouve les mêmes résultats avec mon espèce à moi ». Voilà.
Voilà. Donc là, il faudra peut-être avoir d'autres études qui se basent justement sur ces travaux-là, sur ces oiseaux-là, sur ces observations-là, pour confirmer l'hypothèse de Ben Hirsch, puisqu'on reste encore une fois sur le stade de l'hypothèse, bien qu'il y ait quand même des clichés assez révélateurs. C'est toujours un peu compliqué de savoir si on est vraiment sur de l'interaction de nettoyage ou sur d'autres comportements, même s'il a évacué on va dire les autres hypothèses les plus prédominantes qui auraient pu justement être des verrous à sa réflexion. Mais voilà, étude que je trouvais très intéressante et observation sur les corneilles que je trouvais également très intéressante et deux observations qui n'ont rien à voir, même si j'aurais bien voulu que ce soit le cas, pour vous montrer que les corvidés c'est quand même les meilleurs oiseaux du monde et pas les vanneaux huppés. On va pas être d'accord. On va pas être d'accord si tu dis ça. Comment ça? Ils sont très bien les corvidés. Ils sont très bien. Alors les non mais on la fera cette tier list. Hein. On la fera. C'est. Oh là là. Ah mais j'ai mes prefs moi. Attention. Moi aussi. Hein. C'est. Ah bah oui. En tout cas, on finit un petit peu plus légèrement cet épisode. On espère que vous l'avez grandement apprécié. Si vous avez des questions par rapport à la grippe aviaire, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de la vidéo ou du podcast ou sur Twitter, @podcdls. Miss Plume vous répondra bien mieux que moi parce qu'elle connaît son domaine, contrairement à moi. Mais non, mais c'est vrai. Moi, je n'ai jamais été... Je ne fais que paraphraser ce que disent mes confrères et mes consoeurs. Toi, tu es sur le entre guillemets le feu de l'action. Donc du coup, il vaut mieux que ce soit toi qui prenne en compte ce genre de commentaires. Justement, merci beaucoup d'avoir participé à ce nouvel épisode du Courrier Lasterne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Eh ben non, merci à tous de l'avoir suivi. Et merci effectivement à tous et à toutes de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous retrouver sur PodCloud, n'hésitez pas à nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube. N'hésitez pas également à partager cette émission qui devient de plus en plus populaire grâce à vous. D'ici là, portez-vous bien et évidemment à la semaine prochaine pour parler d'oiseaux. En même temps, Courrier de Lasterne, oiseaux. Ah, c'était logique.